Non, ça c'est l'habitude, parce que d'habitude on fait ce genre de représentation les soirs. Non. Bonjour à tout le monde. Je voulais vraiment remercier la bibliothèque de Bordeaux et Madame Prime de permettre à nos étudiants du conservatoire d'avoir des temps d'échange avec vous et puis de vulgariser la musique. Et c'est un exercice qui est pas extrêmement simple parce que on va dire notre métier c'est de jouer, de s'exprimer avec l'instrument, mais avec la parole aussi c'est extrêmement important. Donc j'espère que vous allez être assez indulgents avec nos étudiants parce que c'est vraiment un exercice qui est pas très simple. Donc vous devez peut-être voir avec ma prise de parole. Donc je vais essayer de vous introduire un tout petit peu ce thématique. J'ai proposé ça à Madame Prime parce que la musique folklorique traditionnelle est extrêmement importante pour moi, et puis aussi parce que depuis toujours les compositeurs ont puisé leur inspiration dans les musiques populaires, folkloriques, ou alors tout simplement issues de traditions orales. Donc ces mélodies, ces rythmes, ces couleurs, ces sonores profondément enracinés dans les cultures locales où on nourrit l'imaginaire de nombreux compositeurs et de créateurs. Donc ils ont façonné un peu les œuvres majeures des grands compositeurs. Ce que vous allez à peu près découvrir aujourd'hui, c'est le fruit du travail de ces étudiants et étudiantes qui ont exploré ce lien entre héritage, inspiration et création. Donc l'appellation, c'est conférence musicale, mais je trouve que le mot conférence est un peu distanciel, on va dire, donc je préfère peut-être parler d'échange musical. Donc je vous inviterai vraiment à interagir avec les étudiants ici présents, à poser des questions si vous en avez, ou alors des remarques. Donc moi je serai dans le petit coin là-bas, et si jamais vous avez des questions ou des propos, n'hésitez pas à lever peut-être la main, peut-être ça vous rappellera des années antérieures, mais voilà, pour que ça soit le plus interactif possible et le plus vivant possible, et que vous soyez vraiment partie pris de ce moment d'échange. Voilà, donc je laisse maintenant la place à ces étudiants qui vont présenter ce travail-là. Bonne écoute. Donc vous l'avez entendu, aujourd'hui on va parler essentiellement des liens entre la musique savante et la musique folklorique. Alors avant de débuter, moi j'aimerais vous parler d'une discipline qui est très méconnue. Vous connaissez peut-être la musicologie, c'est un mot un peu technique pour dire pas grand-chose. En fait c'est juste étudier la musique dite occidentale, donc d'Europe, tout ce qui va être Mozart, Beethoven, Chopin, tout ce qu'on connaît très bien. Et vous avez aussi un autre pendant qui s'appelle l'ethnomusicologie, donc qui, elle, vise à explorer toutes les musiques, toutes les cultures musicales hors Europe. Alors on dit hors Europe, mais en fait, elle s'intéresse aussi à tout ce qu'on appelle la musique folklorique, qui est également en Europe. Et à ce niveau-là, justement, au niveau des terminologies, il y a des choses assez intéressantes. En fait, on se rend compte que toutes ces terminologies populaires, folkloriques, sont essentiellement issues de la colonisation, et il y a beaucoup d'européocentrisme, beaucoup de condescendance aussi par rapport à ça, parce qu'on a souvent décrit la musique populaire comme peu complexe, ou la musique, je sais pas, d'Asie centrale ou d'Afrique du Sud ou n'importe où dans le monde, on l'a décrit comme peu complexe et qui n'a rien à voir avec notre musique savante occidentale. Pourquoi savante? Tout simplement parce qu'elle est écrite. C'est juste ce qui la distingue en fait de la musique populaire. Et on se rend bien compte maintenant avec l'ethnomusicologie, en approfondissant toutes ces cultures musicales, que en fait c'est pas du tout le cas, qu'elles sont extrêmement complexes. Il y a beaucoup de savants de musicologie qui ne comprennent absolument rien à plein de musiques dans le monde parce que c'est trop compliqué pour eux. L'ethnomusicologie, elle s'intéresse beaucoup à la fonction sociale de la musique, mais également à tout ce qui va être interaction entre la musique et la danse. Elle a aussi une mission au niveau de l'organologie. Ce qu'on appelle l'organologie, c'est l'évolution des instruments dans le temps. Donc, je vais laisser la parole à Judith qui va vous parler un petit peu des évolutions de l'accordéon notamment. Oui, c'est effectivement le cas pour l'accordéon, parce que l'instrument tel qu'on le voit comme ça
C'est sûr qu'il a des liens avec l'instrument de Bâle qu'on connaît, mais c'est pas du tout le même instrument en fait. Il y a plusieurs types d'accordéon. Il y a l'accordéon diatonique, donc qui est, on peut dire un peu la première sorte d'accordéon qui existait et qui servait beaucoup dans la musique, notamment le folklore plutôt occidental pour les Bâles. Et c'est un instrument qui est beaucoup plus petit, qui est fait pour qu'on puisse jouer debout. Et quand on tire et quand on pousse, ça fait pas la même note. Et donc du coup, c'est un instrument qui a beaucoup de possibilités en termes d'accompagnement. On peut faire des accords très facilement pour accompagner, mais c'est pas du tout un instrument qui est propice à la musique classique. Donc ensuite, il a évolué un petit peu plus vers plutôt un instrument de variété qui ressemble déjà plus à cet accordéon, mais qui reste encore, qui a un son beaucoup plus musette, un son un peu dissonant. Il est un peu désaccordé. Et ça, c'était vraiment l'instrument classique pour les Bâles. Et après, du coup, on a évolué vers cet instrument qui est vraiment un instrument classique. Et donc, le répertoire a beaucoup évolué aussi parce qu'avec cet instrument, on ne joue pas des valses et de la musique pour danser, mais on joue vraiment des œuvres classiques. Et notre répertoire qui est propre à l'accordéon, c'est vraiment des œuvres contemporaines qui sont écrites aujourd'hui. Justement, au niveau du folklore et de la musique savante, pour revenir sur ce que disait Judith avec ces liens entre les deux, il y a peut-être que vous connaissez le nom de Bartók, qui est un grand compositeur hongrois. Il y avait aussi Kodály, un autre compositeur hongrois, ou encore Komitas, un compositeur arménien. Ces trois figures étaient les premiers ethnomusicologues et ont été les premiers à, dans une démarche scientifique, s'entend, ils ont été les premiers à récupérer, à enregistrer toutes ces musiques dites populaires un peu partout en Europe. Ils se sont vraiment baladés, ils sont vraiment allés sur le terrain. Et tout ça pour les intégrer dans notre musique savante occidentale, ce qui va être notre propos aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, pourquoi et comment la musique savante s'inspire-t-elle de la musique populaire ? Eh bien, des compositeurs qui ont fait ça de manière très notable, ça s'est surtout vu au XIXe siècle, avec l'essor du romantisme, mais aussi et surtout la naissance du nationalisme. Dans ce cas-là, les compositeurs ont alors commencé à introduire dans leurs propres œuvres les musiques de leur région. Ça a été aussi le cas de Brahms. En effet, lui est fils d'un contrebassiste de brasserie. Dès ses 10 ans, il aidait même son père à arrondir les fins de mois en jouant lui aussi dans les différentes tavernes, les différentes brasseries. Il a donc grandi avec toute cette musique-là. Et il va rencontrer Édouard Remenyi, et cette rencontre va changer sa vie. Il s'agit d'un violoniste hongrois qui va l'emmener avec lui en 1852 faire le tour de l'actuelle Allemagne de l'Est, de la Hongrie. Et là, Brahms va vraiment s'imprégner de la musique hongroise, de la musique tzigane. Et il va en faire des transcriptions. Donc juste reprendre les thèmes tels quels. Par exemple, dans ces 21 danses hongroises, vous en connaissez certainement celle que vous allez entendre maintenant. Donc c'était la numéro 5. Et d'ailleurs, ces œuvres-là n'ont pas de numéro d'opus attribué par Brahms, parce que, ne s'agissant que de transcription, elles ne sont pas réellement de sa main. Mais il a aussi intégré tout cet héritage de manière plus subtile dans ses compositions. Et on en retrouve quelques traces aussi dans le trio pour clarinette, violoncelle et piano, ici transcrit pour alto, violoncelle et piano, parce que je ne fais pas de clarinette jusqu'à maintenant. Avec par exemple le tout début du trio et le premier thème. Premier thème qui est donc joué au violoncelle seul et qui est en fait construit sur des principes assez simples, vous allez voir. Vous
à présent d'entendre un accord de La mineur. Tout ce qu'il y a de plus simple, hein. La, Do, Mi, La. Mais Brahms va nous faire une petite surprise juste après. Un seul bécard. En fait, dans la musique savante occidentale, encore à cette époque-là, on ne jure que par la tonalité, qui est un système dans lequel la tonique, donc la première note de la gamme, en l'occurrence notre La, va avoir un rôle central. C'est la maison, on est heureux. Et pourquoi est-ce qu'on est si heureux? Parce que juste avant, nous avons normalement un sol dièse. Voilà, en fait, on aurait envie d'entendre ce sol dièse, puis sa résolution, et on serait dans une mélodie tonale la plus classique qui soit. Mais il nous fait un sol bécard, qui est donc plus bas que le sol dièse, et quand vous l'avez entendu la première fois, vous ne vous attendiez sûrement pas à avoir un La juste après. En fait, ça limite la tension de la musique, mais c'est quelque chose qui était en fait très commun il y a très longtemps, parce que avant la tonalité, il y avait la modalité. Si vous voyez un piano, il y a des touches blanches et des touches noires, n'est-ce pas? Si on ne fait que les touches blanches en partant du Do, nous avons une gamme de Do majeur, ou le mode iolien. Mais si on élimine les touches noires et on continue sur les touches blanches, nous avons une autre échelle. Nous avons là, par exemple, un mode de Ré, le mode dorien. Et tu peux nous montrer un peu comment ça sonnerait dans une musique en dorien ? Vous voyez, tout à coup, ça sonne beaucoup plus archaïque. Ça donne vraiment une saveur d'antan. Et là, c'est ce qu'on a, du coup, avec ce premier thème dans ce trio. En fait, là, il utilise le mode éolien, qui est le mode mineur naturel ou mélodique descendant dans la musique tonale. C'est un mode beaucoup plus mélancolique, sans le côté dramatique de ce demi-ton, de cette tension que nous avions dans la musique tonale, dans l'extrait imaginé par Daniel. Et ça, on le retrouve en fait dans la musique traditionnelle, même en France. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler avec un musicien qui faisait de la musique traditionnelle et il m'a appris quelques danses d'oreille. Voici un avant deux, en deux parties. Pour les adeptes de ces bals qui peuvent avoir lieu de temps en temps de musique traditionnelle, vous m'excuserez l'absence de reprise, mais vous aurez rapidement ainsi les deux parties, l'une plus joyeuse et l'une un peu plus mélancolique, justement. Là, on a bien entendu les deux modes différents. Le premier était en mixolydien, donc en mode de sol. Et le deuxième en ré éolien. Voilà. Mais il a aussi... Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas que les modes... sur les touches blanches du piano. Et si on faisait que les touches noires du piano? Il y a 5 touches noires, en fait, dans une gamme. Et donc, on a là affaire à une gamme pentatonique, 5 notes, plutôt utilisée en Asie. Donc, les compositeurs de musique classique, donc savante ou occidentale, vont plutôt utiliser ça, en fait, pour nous évoquer, l'Orient, le lointain Orient. On pensera par exemple à Ravel, voilà. Mais
à fait. Dans notre trio, donc, Brahms, on vous l'a peut-être déjà dit, il écrit une musique en fait particulièrement complexe, pleine de contre-chants, pleine d'harmonies étranges et de transformations de ces thèmes. Mais ça, vous aurez le plaisir de le découvrir tout à l'heure. Essayez peut-être d'identifier ce premier thème et comment est-ce qu'il a été transformé. Mais, du coup, on a vu que la musique populaire intégrée à la musique savante, c'est un processus qui permet aux compositeurs romantiques, par exemple, de donner une identité à leur musique. Mais bon, en réalité, ce n'ont pas été les premiers à le faire. Avant eux, il y a eu par exemple Scarlatti. Effectivement, Scarlatti, c'est un compositeur italien de l'époque baroque qui a ensuite passé la majeure partie de sa carrière à la cour du roi d'Espagne parce qu'il était prof de clavecin de l'infante d'Espagne. Et pour la faire travailler, il lui a écrit, en tout cas on a retrouvé 555 sonates qu'il avait écrites comme étude pour qu'elle travaille. Donc c'est des sonates qui vont explorer différentes difficultés techniques. Et dans ces sonates, on voit qu'il a une très forte inspiration de la musique espagnole et de la musique traditionnelle espagnole, donc le flamenco par exemple. On voit ça notamment à l'utilisation de rythmes syncopés, des rythmes très vivants. Il y a eu beaucoup d'énergie dans sa musique et ça met beaucoup de contraste avec la musique italienne, du coup le baroque italien qui est plutôt vraiment très... il y a une ornementation qui est très précise, c'est très noté comme musique et c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus classique entre guillemets. Donc c'est très intéressant la confrontation de ces deux univers dans les sonates de Scarlatti parce qu'il va aussi utiliser des harmonies qu'il a empruntées du coup au flamenco et qui vont donner beaucoup plus de tension. On le voit par exemple dans le début de la sonate 141. Je vais vous montrer. Mais du coup, personnellement, la question que je me pose, c'est ces musiques qui sont populaires, qui restent en mémoire, qu'on peut chantonner un peu n'importe quand. Comment ça se fait que celles-ci particulièrement nous restent plus en tête que les grandes musiques bien classiques, bien savantes, comme on aime? Comment ça se fait? Quels sont les marqueurs qui lui permettent de rester comme ça dans nos esprits? Bien, il y a plusieurs techniques, plusieurs trucs et astuces, comme par exemple les rythmes, déjà. Ce sont des rythmes qui sont souvent assez courts, assez brutaux, limite instinctifs, comme dans la danse des jeunes filles de Stravinsky, pour des émotions encore plus décuplées, de par la spontanéité du rythme, ou le premier mouvement du trio de Nino Rota que nous vous interpréterons tout à l'heure. Oui, déjà, oui. Voilà, il y a quand même un côté qui est très percussif, très instinct, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un autre exemple de ces marqueurs. C'est bon. Un autre exemple de ces marqueurs qui font que ça nous reste en mémoire, c'est également la mise en valeur de la mélodie avec son accompagnement. C'est la différence
la mélodie de Brahms et celle de Nino Rota que nous allons vous jouer, c'est que celle de Brahms, il y a des contre-chants, beaucoup de richesse harmonique. Dans Nino Rota, la mélodie est plus détachée, elle est dans un plan sonore qui est un petit peu plus aigu, comme un grand coup de projecteur, avec un accompagnement qui la laisse respirer, qui ne la submerge pas. Donc elle va tout de suite beaucoup plus rester dans notre oreille. Voilà. Enfin, une autre technique très connue, beaucoup sont servis, c'est la reprise de la mélodie, la répétition. Plus on entend quelque chose, plus il va nous rester en tête. Et une répétition transposée. On prend la même mélodie et on la monte ou on la descend d'un demi-ton ou d'un ton. Et tout de suite, on retrouve cette mélodie qui nous est chère maintenant, mais altérée, transposée. Ça va... Je casse tous les micros. Je disais donc, on va le retrouver altéré, ça va provoquer tout de suite une montée en tension. Voilà, et pourtant, c'est la même mélodie, hein, mais cette différence comme ça va jouer encore plus à ce que la version qu'on a entendue au départ et les versions altérées nous restent encore plus en tête. Mais du coup, si la musique populaire est comme ça, porteuse d'une identité, d'une idée qui nous reste en tête, la musique savante aussi, non? Dans ce cas-là, la limite, elle est où? Où est-ce qu'on la trace, cette limite? C'est là que ce qui peut nous aider, c'est la musique de film. Le moment où les musiques de film, musique savante, deviennent populaires. Un très bon exemple est justement l'œuvre de Nino Rota. Nino Rota, c'est un compositeur très important du XXe siècle. Il est né en 1911 et il est mort en 1979. Vous le connaissez peut-être, alors sans doute pas pour ses 4 symphonies, ses 11 opéras, ses 9 concertos et toute la musique de chambre qu'il a écrite, qu'on connaît pas tant que ça. Par contre, vous le connaissez peut-être pour ses musiques de films. Je vais vous jouer quelque chose et ce sera à vous de me dire quel film c'est. Je compte sur vous, hein. Désolée, on est étudiant, on peut pas. C'est un peu compliqué. Mais exactement, c'est le parrain. Nino Rota, il est surtout connu pour ça aujourd'hui. Mais il a fait beaucoup de musique de film, avec Fellini, avec Visconti. Je pense au Guépard, notamment. Voilà. Beaucoup de films très importants et beaucoup de musiques qui maintenant sont rentrées justement dans notre culture populaire. Parce que tout le monde les connaît, tout le monde peut les rechanter et c'est un peu aussi comme ça que ça vient s'ancrer dans la population globale, on va dire ça comme ça. Maintenant, Nino Rota, il travaille aussi sur des petits extraits de musique, des petits fragments qui vont signifier quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que Wagner, qui est un compositeur né en 1813, mort en 1883, très connu pour ses grands opéras qui durent plus de 15 heures, c'est lui qui a inventé ça, c'est ce qu'on appelle le leitmotiv, donc qui représente une idée ou un personnage. Et là, je vais laisser la parole à mes camarades qui vont vous présenter ça. Parmi ces leitmotifs, ces petits fragments de thème très reconnaissables, il y en a un qui est original ou originaire, n'est-ce pas, de Wagner, qui a été repris
à l'identique dans un film qui s'appelle, si je me trompe pas, qui s'appelle Apocalypse Now. C'est La Chevauchée des Valkyries, qui est un thème qui sort normalement d'un opéra, mais qui ici a été reprise pour signifier l'arrivée de la marine américaine qui arrive en avion pour finir le film en apothéose. Et je m'en vais vous le jouer. Thème pourtant d'opéra, hein, mais bon, on s'en souvient plus pour le film qu'il a utilisé. Et il y a un autre excellent exemple comme ça de La Guerre des Étoiles, Star Wars. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté Les Planètes de Holst. Il y a une planète en particulier, en l'occurrence Mars. Franchement, on n'est pas si loin du copier-coller. Peut-être pas quand même à ce point-là, mais franchement, c'est vraiment très 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 proche. Et c'est George Lucas qui avait lui-même demandé à Joe Williams de composer la musique de son film en se basant énormément sur cette musique-là. Donc c'est pratiquement la même chose. Et ils étaient nombreux, comme vous l'avez dit, à utiliser ce genre d'emprunt ou d'inspiration très marquée. Et oui, et c'est ça que je voulais dire, c'est que les planètes de Holst, on peut les connaître. Star Wars, on connaît tous. Pourquoi ? Parce que même si c'est pratiquement la même musique, dans l'un, il y a des vaisseaux spatiaux. Forcément, on s'en souvient plus. Et si vous faites attention à ce genre de détails à l'avenir, vous vous rendrez compte que ces petits leitmotifs, ils sont partout. Il n'y a que de ça dans tous les sens. Il y a eu les Valkyries, il y a eu les planètes. Il y en a un autre, ce serait celui de l'anneau de pouvoir, tout simplement, le thème de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Pardon. Je vais pas vous le chanter. Voilà, c'est un thème qui était originalement de Shore, il me semble. Oui, c'est ça, de Shore. Pareil, hein, très très similaire, le même type de similarité que Holst et Williams. Il y en a un autre aussi, on s'en est rendu compte et ça nous a beaucoup amusé quand on l'a vu. C'est, vous allez très vite reconnaître, je pense, c'est dans le deuxième mouvement de notre trio de Nino Rota, il y a un passage qui nous fait beaucoup penser à deux autres films, mais vraiment beaucoup, vous allez voir. Maintenant, Batman. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle un truc. Maintenant, Spider-Man. C'est quand même curieux, hein. C'est quand même curieux d'avoir autant de coïncidences dans des morceaux qui n'auraient pourtant pas grand-chose à voir au premier regard. Parce que, au final, ce qu'on peut conclure, c'est que, alors, certes, les compositeurs de musique savante ont pioché dans la musique populaire pour l'identité que ça créait, pour les émotions que ça transmettait, mais finalement, avec l'avènement de la musique de film, on voit aussi que c'est un grand tout. Les compositeurs s'inspirent de ce qu'il y avait avant, de la musique classique, ils s'inspirent entre eux. Même la musique de film peut inspirer la musique classique, comme on a pu le voir avec le trio.
on les fait, bon, dans la musique occidentale, on n'a au final que 12 demi-tons, un certain nombre d'intervalles, un certain nombre de rythmes, et au bout d'un moment, oui, 12 notes, et donc on finit par avoir des coïncidences.